Débat et controverse sur BFM Business. Stéphane Pedrazzi accueille les experts. Retour sur le plateau des experts avec toujours nos trois invités, Anne-Sophie Alsif, Agnès Verdier-Molinier et Jérôme Dédéian. On vous a pas beaucoup entendu, Jérôme. Débat très animé ce matin sur les riches. Faut-il ou non taxer les riches? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les riches en France? C'est un vrai sujet et l'entrepreneur que je suis s'en désespère. Parce que le riche, c'est celui qui, normalement, a de l'argent mobile, qui investit, qui peut prendre des risques, parce qu'il peut se permettre de prendre des risques avec son épargne ou son capital, et c'est lui qui permet la grande aventure, qui est créatrice de richesses et d'emplois qu'on peut ensuite redistribuer et taxer pour financer nos infrastructures, notre école, notre sécurité, notre armée, notre justice, etc. Et donc, quand j'entends le réflexe français, notamment de la sphère publique française, qui dit « Ah, c'est horrible, on a créé de la dette pour essayer de se sortir de ce truc-là, et donc on va continuer à enfler notre prélèvement sur l'économie, nos prélèvements sociaux et fiscaux. Pour moi, c'est pareil, ça s'appelle le coin social et fiscal français. On est un des pays qui taxe le plus la richesse productive en l'empêchant de se développer et qui crée, de surcroît, c'est un problème philosophique, un effet d'agence considérable, puisque ça veut dire que l'argent remonte à la sphère publique et que c'est la sphère publique qui va décréter, à la place des agents économiques, à quel endroit est-ce qu'on doit redistribuer cet argent en espérant que, avec le joystick macroéconomique depuis Bercy, on va réussir à faire en sorte que la filière industrielle A fonctionne bien, que la filière énergétique B fonctionne mieux, que les TPE et artisans fonctionnent bien, etc. Mais c'est aussi pour ça que les milieux d'affaires américains nous ont souvent considérés comme d'affreux communistes. Et donc, c'est le vrai sujet, et c'est un vrai débat philosophique, c'est est-ce qu'on libère l'initiative privée? Est-ce qu'on remet en cause la façon dont l'administration fonctionne? Parce qu'on n'arrête pas de se plaindre de nos services publics en disant qu'ils ne fonctionnent pas bien. Bon, il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent bien. On dit toujours notre système de santé est exsangue. Quand on le teste, en tant que citoyen, on est quand même content de vivre en France, il faut quand même le dire. Il y a énormément de choses à améliorer. On va pouvoir améliorer tout ça. Il y a plein de choses à faire technologiquement, plein de choses à faire en productivité. Et en fait, j'aimerais entendre plutôt un discours qui est comment est-ce que je remets en cause le taux de ces prélèvements en améliorant l'efficacité des services de l'État au sens large, y compris les collectivités territoriales, le millefeuille, etc. Et comment est-ce que je libère l'initiative privée? Car il me semble que c'est quand même l'entrepreneur, avec un grand E, au sens noble du terme, qui est le plus capable de discerner l'endroit où il a envie de prendre des risques ou pas. J'entends bien vos arguments aux uns et aux autres. Jérôme, la France est un pays qui taxe beaucoup, c'est aussi un pays qui redistribue beaucoup. Vous êtes un chef d'entreprise pendant la crise, vous avez été aidé, j'imagine, par l'État. Alors j'ai été aidé pas sur toutes mes boîtes. Quoi qu'il en coûte. Sur deux de mes boîtes sur trois principales, je n'ai pas été aidé du tout. On n'a rien cherché. On a continué à payer les salaires même de ceux qui ne pouvaient pas travailler à distance, sans faire appel au chômage partiel. Mais vous auriez pu. Et sur l'une, on a été aidé. Et si on n'avait pas été aidé, la boîte serait morte. Je le dis. Mais elle serait morte pourquoi? Elle serait morte parce qu'on a fermé nos boutiques, par décision administrative, alors qu'on était prêt, avec des protocoles sanitaires, même en pleine crise en mars, avril, à accueillir un client au compte-gouttes pour qu'il soit capable d'acheter dans des heures raisonnables où il avait le droit de sortir et pas une heure, avec une attestation qui s'auto-délivrait pour avoir l'impression de ne pas être un clandé. Donc voilà, il faut reprendre les choses vraiment à leur juste mesure. On faisait tout à l'heure des parallèles européens, on voit bien que l'Espagne, Agnès, a été contrainte de prendre des mesures beaucoup plus flexibles sur le plan sanitaire, notamment la région de Madrid, tout simplement parce que l'État ne pouvait pas financer des aides supplémentaires. Moi, je trouve que les Espagnols ont été assez clairs sur ces sujets. Ils ont dit, nous, on n'est pas riches. Et je trouve ça dommage qu'en France, on n'ait pas la même démarche pour dire on n'est pas riche. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On creuse la dette. Voilà. On a emprunté 1 milliard d'euros par jour en 2020. Moi, ça m'a tellement sidéré que j'en ai fait un des premiers chapitres de mon livre, parce qu'on arrive dans des niveaux de besoins de financement qui sont incroyables. Et en 2021, on n'est pas loin de ce milliard par jour aussi. Donc, est-ce qu'on peut dire la vérité aux Français? C'est que, contrairement à l'illusion de l'argent magique, etc., non, il n'y a pas d'argent magique. Il y a un pays qui affronte une crise majeure. Et ce que je trouve très important, c'est de dire aux Français qu'il ne faut pas confiner le travail et la production. Voilà. C'est-à-dire que oui, il y a un problème sanitaire, oui, il faut combattre le virus, mais non, il ne faut pas tout arrêter parce qu'on ne va pas s'en sortir derrière. Et quand on dit qu'il faut absolument donner un chemin pour expliquer comment on va rétablir les comptes publics, comment on va reprendre la barre finalement, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation totalement incontrôlable, comment on va se remettre à gérer nos finances publiques pour expliquer aussi qu'il faut continuer à prêter à la France
parce qu'il y a une question de qualité de la signature de la France, de confiance Alors de la signature justement, de la France. on va vous donner la parole sur l'argent magique dans un instant, Anne-Sophie. D'abord un mot sur la dette Covid. On a entendu pas mal d'économistes nous dire que finalement on pouvait tirer un trait sur une partie de cette dette, que la Banque centrale n'avait qu'à faire tourner la planche à billets pour en annuler une partie. Les conséquences sur la qualité de notre signature seraient désastreuses, on est d'accord? Ah ben, bien sûr, mais c'est absolument incroyable de voir autant d'économistes qui signent des tribunes pour dire il n'y a qu'à annuler, il n'y a qu'à annuler. En réalité, on sent bien que derrière, ce sont des dépensiers et qu'ils veulent finalement que le quoi qu'il en coûte dure et dure et dure. Et ils sont complètement dans le déni de la situation actuelle. Donc, vous avez entendu Thierry Breton hier, on a entendu Christine Lagarde il y a 10 jours. Il n'y a aucune possibilité d'annuler cette dette. D'autant plus quand la France pousse pour emprunter 750 milliards au niveau de la Commission européenne. Vous vous rendez compte l'image que ça donne aussi de notre pays dans l'Union. Donc là, il n'y a pas de possibilité d'annulation. Et même si on imagine que la BCE dirait j'annule la dette que je détiens de la France, c'est à peu près 600 milliards, et de la dette Covid, c'est à peu près un peu moins de 200 milliards, détenus par la BCE, qu'est-ce qui se passerait ? On aurait une banque centrale française qui serait en négatif, et derrière, il faudrait la recapitaliser, et derrière, on taxerait aussi les Français et les entreprises. Donc, c'est pas du tout une solution. Anne-Sophie, vous venez de signer un article dans le magazine Forbes, justement, sur l'argent des banques centrales, avec une question: est-ce que cet argent réellement magique, comme on le dit souvent? Alors justement, cet argent n'est pas magique, mais juste parce qu'on lit toujours la politique monétaire et la politique budgétaire, et c'est ça qui est fantastique avec ce 21e siècle, c'est que normalement, toutes ces politiques monétaires très accommodantes, on injecte des milliards dans l'économie, créent de l'inflation. Et là, non. Il n'y a pas de création d'inflation. Il y a quand même des interrogations. Il y a des interrogations depuis 10 ans. Depuis la crise financière, on dit attention, il va y avoir un risque inflationniste. Ce que l'on voit dans les chiffres, en effet macroéconomique, c'est qu'il n'y a pas de perspective à moyen long terme d'inflation. Et pourquoi ? Parce qu'on a déjà le prix de l'énergie qui s'est effondré, la transition écologique, on l'a vu pendant la crise, l'effondrement du prix du pétrole, et c'est une tendance qui va continuer. Donc on a vraiment une tendance à la baisse sur le panier des ménages du prix de l'énergie. Et là, c'est une bonne nouvelle. On a un ralentissement des gains de productivité par rapport à quoi ? Parce que vous parlez toujours de l'État, déficit budgétaire, etc. C'est quoi le grand challenge, le grand défi du 21e siècle ? C'est le vieillissement de la population. Si demain vous voulez baisser massivement le coût de l'État, bien sûr le millefeuille, vous allez prendre 10-15%. Si vraiment vous voulez baisser, vous baissez les retraites et vous baissez la sécurité sociale. Non, mais et ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? C'est le vieillissement. L'âge de départ à la retraite. Tout à fait. Mais voilà. Il n'y a aucun problème. Là, vous avez combien le d'économies challenge, c'est le vieillissement de la population. C'est ça le problème. Oui, mais soyez honnête. Nous avons des économies gigantesques à faire sur la dépense sociale. On a la dépense sociale la plus élevée au monde. Est-ce que c'est le moment pour le faire ? Baisser les retraites. On est en pleine crise sanitaire. Pour finir moi, le calendrier que je donne, il commence à 2023. Mais c'est maintenant qu'il faut le décider. On ne va pas mettre sous le tapis le problème de la dette et le problème du financement jusqu'à la campagne présidentielle et ensuite dire... Et juste par rapport à l'argent magique, pour finir terminons sur l'argent magique. Là, bien sûr, on parle de la France qui emprunte, etc. Mais c'est le monde entier qui est sous perfusion de l'argent des banques centrales. C'est pas que la France. Si l'Allemagne a accepté, reconnaissez que la France est le pays qui emprunte le plus en ce moment en zone euro. Si l'Allemagne a accepté qu'il y ait un plan au niveau européen, l'Allemagne, tout d'un coup, n'est pas devenue plus... Pourquoi ? Parce que c'est qui ses clients ? C'est la France, c'est l'Allemagne, c'est l'Italie en premier. Donc, bien évidemment, on a la même monnaie. Si tous vos clients sont complètement malades, alors que vous êtes une puissance exportatrice, on parle toujours de la Chine. Bien sûr, l'Allemagne est plus exposée que nous en Chine, mais ses premiers clients, ça reste les Européens. Donc, l'idée, c'est de se dire, on a la même monnaie. Si vos alliés qui ont la même monnaie que vous sont malades, vous n'irez pas bien. Et donc, si on a ce plan de relance européen, c'est ça. Et par rapport, on va donner la parole à Jérôme. C'est pas les Pays-Bas qui sont malades. L'Allemagne, je suis désolée, vous regardez leur croissance potentielle. Avant la crise, il y avait un taux de croissance inférieure à la nôtre. La croissance potentielle de la France, elle n'est pas géniale non plus. Regardez les prévisions économiques et les indicateurs économiques. C'est pas l'Allemagne et les Pays-Bas qui ont fait les réformes qui sont malades, c'est nous qui sommes malades. S'il vous plaît, Jérôme Dédéian. Avec mon bon sens d'entrepreneur, je veux dire qu'une dette est là pour être remboursée. Et une boîte qui ne peut pas rembourser sa dette, elle fait faillite. Et donc un État qui ne peut pas rembourser sa dette, il finit par faire faillite parce qu'il y a bien des gens qui détiennent cette dette qui vont venir la réclamer. Il ne fera peut-être pas faillite, bien sûr, puisqu'il a une pérennité, il est immortel, normalement. Mais il y a un enjeu, ça porte un nom en fait, vous avez cité politique budgétaire et politique monétaire. En fait, nous vivons un moment historique où les banques centrales ne sont plus indépendantes et où la politique monétaire et la politique budgétaire ont fusionné.
C'est ça qui se passe en ce moment. Et c'est là le vrai sujet, c'est comment on en sort. Et le problème, c'est que nous ne sommes pas tout seuls. Si la France était un pays avec des frontières fermées, qui vivait en autarcie, étant capable de subvenir avec sa propre production à l'ensemble des besoins de la population. Mais non, on vit dans une économie complètement ouverte, avec plusieurs rayons concentriques plus ou moins larges, l'économie mondialisée qu'on connaît, les chaînes de valeur morcelées, etc., qui nous permettent d'avoir vécu cette extraordinaire croissance et élévation du niveau de vie global de la population. Il faut quand même voir que c'est plutôt positif, ces éléments-là. Et on vit aussi dans un cercle plus serré avec des partenaires, et notamment les deux autres premières économies de l'Union européenne, qui sont l'Allemagne et l'Italie. Et moi, je regarde le cas italien avec grande circonspection en ce moment, parce qu'ils sont dans une situation, il y a 20 ans, ils avaient le même PIB par habitant que l'Allemagne. Et aujourd'hui, ils ont 20% de moins. Alors, ils ont raté plein de trucs, etc. Mais la tension qui se passe en ce moment sur la capacité de l'Italie à s'en sortir, elle nous dit en creux quelque chose qui peut se passer si jamais le marché s'occupe non pas du taux directeur de la Banque centrale, mais si le marché s'occupe du taux réel auquel se négocie la signature d'un État, et notamment de l'État français. Et donc, si l'Italie n'arrive pas à s'en sortir et qu'il recommence à y avoir des tensions avec des spreads qui s'écartent sur les taux, ça nous dit quelque chose de la fragilité de la France et donc de l'Union européenne. À vous entendre, on risque une crise de la dette comme on avait eu en 2011 après la crise des subprimes. Je crois fondamentalement que oui. On pourra la repousser avec d'autres mesures accommodantes, avec des programmes encore plus massifs et encore plus massifs, sauf que je pense qu'il y a un effet décroissant, d'efficacité incrémentale décroissante des mesures et de la capacité des marchés à absorber l'illimité. Agnès, parce que les marchés ont quand même du bon sens. C'est intéressant de regarder ce qui s'est passé depuis mars dernier et de se rendre compte que quand la réunion des gouverneurs, le Conseil des gouverneurs décide tout d'un coup de racheter massivement de la dette souveraine, c'est pourquoi ? C'est tout simplement parce que justement les taux sont en train de s'écarter entre l'Italie et l'Allemagne et entre la France et l'Allemagne. Donc attention, ne soyons pas naïfs. Tout ce qui est fait par la BCE, c'est justement pour éviter en ce moment une crise de la dette, mais sans en parler, personne n'en parle. Donc il faut remettre l'église au milieu du village. Oui, il y a un risque important. Par ailleurs, finalement, l'habitude qu'on a pris de payer très peu cher les intérêts sur la dette de la France, c'est-à-dire une trentaine de milliards maintenant, alors que notre dette, elle a triplé depuis le début c'est moins cher qu'avant, des années 2000. Elle a triplé en valeur. On était, en 2003, on était à 1000 et quelques milliards. Maintenant, on va aller vers les 3000 milliards. On n'est qu'à 30 milliards de coûts annuels. Ce qu'on appelle le service de la dette, c'est-à-dire le remboursement des cette charge intérêts. annuelle. Mais l'agence France Trésor le dit très bien par son directeur quand il est auditionné. Si on était à 4% de taux sur la dette de la France, on serait à 80 milliards. Ouais. À 80 Alors justement, milliards de Sophie, coûts qu'est-ce qu'on fait annuels de la dette. les Donc taux c'est gigantesque. On ne pourrait pas payer ces 80 milliards. Comment est-ce qu'on va gérer cette dette si les taux remontent ? Je vais dire un truc simple. C'est ça vraiment la problématique. En effet, comme vous le dites très justement, il ne faut pas qu'il y ait une forte augmentation des taux d'intérêt à moyen long terme, mais économiquement, ce n'est normalement pas le cas. Il ne faut pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les banques centrales finalement se sont liées les deux mains ? Alors, pas liées, déjà, elles ne pourront plus remonter les taux. Elles pourront, puisque normalement, vous ne pouvez pas rester dans une situation de crise tout le temps. Alors après, c'est ça, l'idée, c'est que vous pouvez remonter les taux, mais ce sera très progressif, et ce sera dans la longueur, et surtout, ce sera coordonné, notamment avec la Réserve fédérale. Là, ce qui est quand même tout à fait incroyable, c'est que toutes les banques centrales sont dans la situation, on parle de la BCE, mais que ce soit la Réserve fédérale ou que ce soit la banque japonaise, on est dans la même situation de sommes et de liquidités incroyables qui sont injectées. Et c'est quoi l'autre situation par rapport à des investisseurs? Parce que la dette, c'est toujours le marché de l'offre et de la demande. Bien évidemment, vous pouvez dire, et alors il commence à avoir un écartement des spreads, etc., l'Europe est en risque et autres. Mais par rapport à quoi d'autre? Vous êtes un investisseur, vous avez des fonds d'investissement qui ont des milliards à investir. Donc il fallait bien pas, sûr. il n'y avait pas de risque, il ne fallait pas racheter massivement la dette souveraine. Alors. Je décris la situation. Vous avez une demande d'achat des investisseurs de dette qui est colossale, plus toute épargne des Français. Et donc c'est pour ça qu'on a ce taux qui s'effondre. Donc c'est vrai que vous avez une dette française qui est très 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 demandée, comme la dette allemande, comme la dette européenne. Regardez comme la Commission va lever sur les marchés financiers sans aucun problème. Oui, donc on peut toujours faire la menace de demain, ce sera la crise. On peut se retrouver dans une situation oui, comme c'était le cas déjà il y a 10 ans. Non décidée, il y a plus vraiment la dette française. Et là, ça peut faire très mal. Oui, c'est ça qu'il faut préparer. Il y a un conte de notre enfance et de toutes les enfances qui est très bien connu, ce qui s'appelle Le Roi est nu. Vous savez, c'est le moment où quelqu'un dit le roi est nu. Et à ce moment-là, c'est la curée. C'est ça. En fait, ce sera trop tard quand ça va remonter.
ce sera trop tard. Parce que là, la charge de la dette explose et c'est terminé. On a fait exploser nos finances publiques, la qualité de notre signature, les spreads. Donc c'est un scénario catastrophe. Et pourquoi il n'arrivera pas ? Il n'arrivera pas. C'est parce qu'on va réussir, je pense, à anticiper. Alors, je ne suis pas le patron de l'agence France Trésor, je ne suis pas ministre de l'économie et des finances, mais il me semble évident qu'il faut profiter de l'environnement encore ultra accommodant pour allonger massivement les échéances de la dette de l'État, mais les allonger, mais massivement. C'est-à-dire qu'il faut la pousser sur des dizaines d'années pendant que les taux sont... Mais pour que la qualité de la signature soit reconnue et que les spreads ne s'envolent pas et que la France ne soit pas attaquée, la dette de la France ne soit pas attaquée sur les marchés, il faut en parallèle prouver à la face du monde qu'on est capable d'assainir nos finances publiques. Attention, parce que il faut faire les deux. Les tombées de dette, comme on dit, c'est-à-dire la dette qui arrive à échéance, les montants sont colossaux dans les prochaines années. 23, 24, on arrive dans les 178 milliards de dettes anciennes qui arrivent à échéance. C'est-à-dire que vous commencez l'année, vous avez déjà 178 milliards à trouver sur les marchés avant même d'avoir réalisé 1 euro de déficit. Mais qu'on va pouvoir refinancer à moindre coût. Oui, mais attendez, aujourd'hui, en 23, 24, 25, 26, vous ne savez pas à quel niveau seront les taux. Vous n'en savez rien. Et puis par ailleurs, Jérôme a tout à fait raison de dire qu'il faut augmenter la maturité. Mais la maturité, si on veut l'augmenter, ça veut dire qu'il faut emprunter à 50 ans, à 80 ans. D'accord ? Ça coûte plus cher. Un tout petit peu plus cher. Mais le problème, c'est que ceux qui prêtent à 50 ans, à 80 ans, ce n'est pas des Français. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de fonds de pension à la française. On ne fait pas de retraite par capitalisation. Et ça, Anthony Requin l'a très bien expliqué au Sénat l'autre jour en expliquant que la profondeur de marché en France pour acheter de la dette française à des maturités très longues, eh bien, elle n'existe quasiment pas. Donc, si vous voulez que la dette française soit de plus en plus internationalisée, de plus en plus achetée par des fonds de pension américains, par des banques centrales chinoises, on ne sait pas d'ailleurs combien détient de dette française la Banque centrale chinoise aujourd'hui, comment ça se fait que les Français ne soient pas informés sur ce sujet ? Eh bien, là, il y a un sujet. Plus de 50% de la dette française est déjà détenue par des non-résidents, par des étrangers. Est-ce qu'on a envie de continuer dans cette logique-là, alors qu'on dit en même temps qu'au Japon, s'ils arrivent à tenir, c'est parce que plus de 90% de la dette est détenue par des Japonais. Les Chinois aussi ont beaucoup de dettes américaines. C'est la même chose pour nos entreprises. Attention. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on donne... C'est toujours la qualité de la dette. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas les chiffres aux Français sur qui détient la dette française ? C'est la même chose pour nos entreprises. Très vite. C'est la même chose pour nos entreprises et ça nous ramène au fléchage de l'épargne. C'est très intéressant. Souvent, j'entends des politiques qui se gargarisent parce que la France est prétendument attractive, parce qu'on a plein d'investissements étrangers, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand c'est des étrangers qui achètent le capital des boîtes françaises. Le profit que font les boîtes quand elles marchent, il part financer les retraites des étrangers. Il ne part pas se réinvestir en France et financer les retraites des Français. Et donc, on a cet enjeu, ça nous ramène au fléchage de l'épargne. On préfère de la dette avec une signature de l'État dans laquelle les gens ont confiance et qui permet d'avoir pas mal de détention locale de résidents de notre dette et des fonds propres de nos entreprises contrôlés par des capitaux et de l'épargne française en majorité, parce que du coup, quand les boîtes marchent, la redistribution de richesses se fait sur nos systèmes sociaux, notre protection sociale et à l'intérieur du pays. 2 sujets rapidement pour terminer cette émission. La première, c'est la crise sanitaire, évidemment, avec un risque de reconfinement localisé en France. On devrait connaître ce matin les mesures qui vont être prises pour tenter de freiner l'épidémie dans les Alpes-Maritimes. Évidemment, en cas de reconfinement, même local, il y aura un impact sur l'économie. Quel est aujourd'hui votre scénario de reprise, Anne-Sophie ? Est-ce que vous êtes aujourd'hui, alors qu'on est pratiquement fin février, moins optimiste que vous l'étiez en début d'année ? Oui, on est beaucoup moins optimiste puisque c'est vrai qu'on s'attendait à un fort rebond au premier trimestre. C'est vrai qu'avec les mesures de reconfinement, surtout sur tout ce qui est vente au détail et services, eh bien vous avez pas du tout des reprises qui sont au niveau attendu qu'on avait au T1. Donc c'est sûr qu'on est moins sur une reprise cette année à 6,5, on serait plutôt autour de 5,5. Alors après, ce que l'on ne sait pas, c'est le niveau de la reprise au deuxième trimestre avec la vaccination, qui pourrait être plus importante que prévu, comme on l'a vu l'année dernière au mois de juin. Mais c'est vrai que globalement, avec ces mesures de confinement, eh bien on serait sur une reprise qui sera malheureusement moins importante. Agnès, votre scénario ? Moi, ce que je trouve un peu inquiétant, c'est que le gouvernement était parti très, très enthousiaste en disant qu'on aurait 8% de croissance en 2021. En même temps, c'est son boulot. Oui, mais c'est un peu gênant parce que si vous voulez arrêter autant l'économie française, dire c'est pas grave, on va avoir 10 points de récession cette année, mais l'année prochaine, allez, ce sera 8 points de croissance, vous inquiétez pas les gars. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop optimiste et trop surjoué parce que finalement, on aurait pu avoir beaucoup moins
que 8 points de baisse de la richesse nationale en 2020, en faisant ce qu'on a évoqué tout à l'heure, en permettant de continuer le plus possible à produire, à donner non pas cette idée qu'il fallait conserver que l'essentiel et pas le non-essentiel, à mon avis, qui est une catastrophe économique. Donc, aller vers 2021 et nous dire ensuite ça va être que 6%, faire tout le budget, voter tout le budget autour de 6%, ensuite la Banque de France nous dit bah non, ça va être que 5%. Donc déjà, tout le budget est faux. Il faudrait déjà faire une loi de finances rectificative. À vous entendre, il y a une volonté délibérée de mentir. Attention, quand même, on a eu depuis les variants britanniques, brésiliens. Il y a une insouciance. La donne a changé sur le plan sanitaire. Il y a une insouciance sur ce sujet qui me semble préoccupante. On ne peut pas dire aux Français, bah, vous inquiétez pas, ça va repartir du feu de Dieu. Et en réalité, derrière, on voit que ça ne repart pas du tout autant que c'était. Jérôme, comment vous voyez cette année? Vous êtes chef d'entreprise. Toujours Ce sont les entreprises qui font la croissance. Là encore, je pense que n'importe quel Français qui a fait l'école élémentaire est capable de comprendre. En tout cas, il faut lui expliquer que quand on fait -8 une année, plus 6, l'acquis de croissance, et on est sur une courbe qui redémarre vachement plus bas en termes de création de richesse que celle dont on partait avant. Et qu'il faudra des années de rebond si jamais on retrouve jamais la tendance long terme de la croissance qu'on a quittée avant la pandémie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois fondamentalement qu'on a beaucoup progressé depuis le début de cette crise sanitaire et que j'espère, en tout cas j'appelle de mes vœux, essentiellement pour les commerces, parce que c'est vraiment là que c'est le plus chaud, et pour l'industrie, les ateliers, etc., que si reconfinement localisé il y a pour raisons sanitaires, là où il y a des clusters, qu'il faut éviter que les variants s'échappent, etc., ce qui peut être compris, je ne suis pas épidémiologiste, ça m'est égal, il faut absolument faire en sorte qu'on ne soit pas avec un arrêt des chaînes de production, un arrêt des ateliers, une fermeture des boutiques, qu'on ne décrète pas ce qui est essentiel et non essentiel, ce qui est une aberration. Un commerce non essentiel, non alimentaire, de fanfreluche, est aussi important en termes de création d'emplois, de richesse, de liens sociaux, d'impact sur notre protection sociale et sur le moral des Français qu'un commerce alimentaire. Et donc, il faut vraiment, s'il doit y avoir reconfinement, il faut vraiment élargir la capacité. Non mais là, vous élargissez la notion d'essentiel par rapport à l'économie, alors que dans l'état d'esprit du gouvernement, la notion d'essentiel, c'est par rapport à notre survie. On a besoin de se nourrir, on n'a pas forcément besoin de s'acheter de nouveaux vêtements. Oui, mais je crois qu'on a besoin de travailler et de produire et qu'on peut pas se payer le luxe de se reprendre une séquence. On est d'accord, c'est par le prisme de l'économie. Je dirais, les dégâts, c'est horrible à dire, mais les dégâts induits de se reprendre une séquence aussi dure que celle de mars-avril, même à un niveau régional, serait dramatique par rapport au nombre de morts sanitaires. Mais de toute façon, on n'en a pas les moyens. Le quoi qu'il en coûte est terminé, il faut bien le dire et le redire. Olivier Dussopt avait eu ce courage. Le confinement, comme en mars-avril sur toute la France, ça coûte 16 milliards de richesse nationale par semaine. Ça impacte potentiellement plus de 70 000 emplois qui derrière sont menacés. Donc on ne peut pas avoir une vision uniquement sanitaire et pas du tout économique. Ça veut dire quoi? Que la France s'apprête à faire comme l'Espagne, c'est-à-dire ne pourra pas poursuivre son quoi qu'il en coûte. On est en train de dire la France est en train d'atterrir sur la réalité, et heureusement, parce que si on continuait dans le quoi qu'il en coûte, on serait dans une situation gravissime. Je vais vous le résumer en 2 mots. L'économie est un bien de première nécessité. Voilà. Et les études d'impact qu'il faut avoir quand on vote sur ce genre de sujet, je trouve que les parlementaires n'ont pas du tout été assez informés sur l'importance de ce qui allait se passer derrière en termes de crise économique. Est-ce qu'on peut maintenant, quand on décide par exemple au niveau d'un département, si c'est décidé, regarder ce que ça va avoir comme impact sur le tissu économique de ce département et le dire clairement aux gens qui habitent ce département. Combien d'entreprises risquent derrière la faillite? Combien d'emplois sont menacés? Ça, c'est important. Mais là, vous parlez d'arbitrage de l'économie sur le sanitaire. Non, je parle de finalement voir globalement tout le dessin de ce qui va se passer derrière, au lieu d'être toujours focalisé sur les lits des hôpitaux, sur le nombre de contaminations, etc. Il n'y a pas que le sanitaire, il y a aussi l'économique et on doit absolument avoir les 2 choses en tête. Je pense que nos parlementaires doivent être aussi tout le temps informés des décisions gouvernementales, comme ça se passe en Italie, comme ça se passe en Espagne, avec les régions aussi, comme ça se passe au Royaume-Uni. Pourquoi est-ce qu'on a des décisions qui sont prises de manière aussi concentrée, centralisée? Je pense que c'est pas sain non plus pour les décisions qui sont prises. Alors, justement, le confinement, comme on l'a eu le premier, je pense, écarté. On l'a vu pour le confinement de novembre, où là, bien évidemment, l'idée, c'est de préserver le fait que vous puissiez aller travailler. Donc, et pour
pourquoi il n'y a pas eu de commerces étaient fermés. Oui, sur cette branche-là. Mais globalement, les usines, elles, n'ont pas refermé et énormément d'activités ont pu travailler. Et sur le second confinement, vous avez pu aller travailler. Et pourquoi le gouvernement n'a pas reconfiné là, après les vacances de Noël? Justement pour ces questions, et la question économique est centrale. Vous dites oui, le gouvernement avait de fausses prévisions. Je vous rappelle que l'année dernière, ils avaient de fausses prévisions, ils ne donnaient pas de prévisions sur l'économie. Ils avaient des chiffres l'année dernière à moins 11%. On est finalement à 8,3%. Donc ils étaient trop négatifs par rapport à ce qui s'est passé. Donc après, je crois qu'en ce moment, quand on fait de la prévision, tout le monde est d'accord de dire qu'on ne sait pas. Je vous rappelle que le FMI, le Fonds monétaire international, l'année dernière, en mars, avait une prévision de récession mondiale à plus de 10%. Finalement, on est à 3,5% pour l'année dernière. Oui, vous voyez à quel point la France est décalée par rapport à la récession mondiale. Un mot pour terminer, Jérôme. On arrive au terme de nous, l'émission. c'est quand même très négatif ce qui s'est passé. Oui. Je vais terminer en parlant à l'épargnant, c'est un de mes métiers. Oui. Dans un de mes métiers, on fait de l'allocation d'actifs. C'est très très intéressant et on voit bien qu'on ne peut plus faire de prévisions dans la situation avec les outils habituels. Et donc on a vu des prévisionnistes qui commençaient à travailler avec des indicateurs passionnants de mobilité, l'indice Google de la mobilité, qui permet de savoir si les gens sortent de chez eux ou pas et où est-ce qu'ils vont. Ça permet de savoir ce qu'ils vont consommer, etc. Et donc la seule chose que je sais, c'est que aujourd'hui, si on doit investir, c'est très difficile de savoir à quel moment du cycle on est. Normalement, on est dans une phase de cycle qui est plutôt favorable aux actions, mais pas n'importe quelle action. Et le discernement, c'est la fin de l'achat de l'indice, quoi, pour la période qui s'ouvre. Merci beaucoup à tous les trois pour ce débat Stéphane. particulièrement animé. Anne-Sophie Alsif, chef économiste du Bureau d'information et de prévision économique, auteur d'un article donc à découvrir dans Forbes. L'argent des banques centrales est-il vraiment magique? Merci à vous Agnès Verdier-Molinier. On rappelle votre livre, La France peut-elle tenir encore longtemps? Je crois qu'on a bien compris le message et vos inquiétudes par rapport au Oui, c'est possible de quoi qu'il en rebondir, coûte. mais il faut se dépêcher. Et puis Jérôme Dédéian, chef d'entreprise, on l'a dit, associé de toutsurmesfinances.com, président de Mon Partenaire Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine pour tous. Les experts reviennent demain à partir de 9h. Moi, je vous retrouve dans un instant pour BFM Patrimoine.